Bonjour à tous. Donc moi je suis Catherine Ries, la directrice du PEPIT, le pôle étudiant pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat, qui vient d'ouvrir en Nouvelle-Calédonie. On est le 30e PEPIT d'un réseau national et international qui s'est construit en France et ailleurs depuis 2014-2015, c'est ça. On est très heureux d'avoir pu ouvrir enfin ce pôle à Nouméa, qui offre en fait un statut d'entrepreneur pour nos étudiants. Donc on est un petit peu, on va dire, le tout premier maillon, j'espère, en tout cas de la chaîne, qui va permettre d'accompagner vos projets, à vous, parce que vous êtes de nombreux étudiants entrepreneurs là dans l'amphithéâtre, et pour vous aider à ensuite faire grandir la pousse et être accompagné par les structures ad hoc tout au long de votre processus. Donc on est au début, hein, c'est les étudiants, ils ont encore un statut d'étudiant, ils sont tout jeunes et en parallèle de leurs études, ils travaillent sur leur projet d'entrepreneuriat. Ils sont 19 dans la salle, Juliette vous les présentera tout à l'heure avec des projets qui sont très variés. Bienvenue à vous dans ce dispositif et en fait on se retrouve ce matin pour le premier rendez-vous public du PEPIT. Donc vous êtes rentré dans le dispositif il y a une quinzaine de jours maintenant, vous connaissez un petit peu et là ce matin Juliette a proposé qu'on se retrouve autour d'un thème qui semblait vous préoccuper peut-être sur la confiance qu'on peut avoir quand on se lance dans l'entrepreneuriat en Nouvelle-Calédonie. Alors c'est très important qu'il y ait autant de monde, j'ai envie de dire, ce matin dans l'amphi. J'espère que ça n'empêchera pas la fluidité des échanges, parce que c'est quand même la formule, c'est une table ronde, un petit déjeuner, on est là aussi pour échanger. Et on a, je pense, tous les partenaires du PEPIT qui sont dans la salle. Alors on a en premier lieu l'AUF, on a avec nous le recteur de l'AUF, Monsieur Claude de Godemar, qui dira quelques mots tout à l'heure, que je remercie infiniment, puisque l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie, est partenaire du PEPIT de Nouvelle-Calédonie, comme d'autres PEPIT qui existent dans le monde. On a aussi les 3 membres fondateurs avec l'université du PEPIT, c'est la chambre du commerce et de l'industrie, la CCI de Nouvelle-Calédonie, l'ADECAL et son incubateur, et le vice-rectorat. Donc les personnes, je cherche un petit peu les personnes, mais je sais qu'elles sont là dans la salle. On a aussi, autour du PEPIT, tout l'écosystème finalement de l'entrepreneuriat, toutes les structures qui accompagnent les entrepreneurs, comme je disais, aux différentes étapes de leur croissance. Donc le MEDEF, la CPME, la FINC, la Chambre des métiers, la Chambre de l'agriculture, les provinces, le gouvernement, la Caisse des dépôts, et je pense que je n'ai oublié personne, les clusters, très important aussi, on a travaillé à la construction du PEPIT et puis encore dans le recrutement, notamment de nos étudiants entrepreneurs, avec les différents clusters qui existent dans les domaines, en particulier le cluster open dans le numérique, mais les autres étaient présents également. Donc merci à tous, hein, c'est un maillage, hein. Le PEPIT c'est une pièce en plus qu'on apporte à l'écosystème de l'entrepreneuriat en Nouvelle-Calédonie, en espérant que ça permette effectivement de faire grandir, que ça crée de l'émulation et que de nombreux beaux projets sortiront de ce dispositif et pourront être accompagnés ensuite. Je vous souhaite à tous de très bons échanges. Je remercie par avance les personnes qui ont accepté d'intervenir, j'ai envie de dire, en direct lors de la table ronde. Et puis je vous souhaite de très bons échanges. Malheureusement, je ne pourrai pas rester avec vous, mais vous êtes filmés et je ne manquerai rien de vos débats. Donc bons échanges. Bien, bonjour à tous et merci à l'Université de Nouvelle-Calédonie de me donner l'occasion de venir saluer les futurs, déjà étudiants entrepreneurs et peut-être futurs entrepreneurs ici en Nouvelle-Calédonie. Alors, quelques mots simplement pour vous dire que je suis d'autant plus heureux de voir naître ce 30e PEPIT, qui se trouve que dans une vie antérieure, j'ai contribué au lancement de cette opération PEPIT, donc en métropole, dans un contexte que j'ai plaisir à vous rappeler parce que ça peut vous intéresser. Vous savez, la France est un pays dans lequel
la culture d'entreprise a mis un peu de temps à pénétrer dans les universités. Je pense que produit d'une longue histoire dans laquelle l'université vivait un petit peu sur sa propre ère, en quelque sorte, avec, je dirais même, un certain nombre de relations avec le monde de l'entreprise, parfois un peu méfiantes, en tout cas lointaines, et qui ont marqué pendant très longtemps l'histoire de la France, l'histoire de l'université en France, peut-être parce que, d'une certaine façon, les diplômés des universités françaises ne construisaient pas leur avenir avec l'idée de devenir des gens d'entreprise. Et tout cela, évidemment, a été mis à mal par pas mal d'événements, et en particulier par les bouleversements des économies occidentales. Et petit à petit, s'est réinstauré ou instauré, je dirais, une relation entre l'université et le monde de l'entreprise un peu différente, ne serait-ce que parce que les transformations des économies impliquaient des besoins de compétences considérables, à une époque qu'on appelle, vous savez, l'économie de la connaissance, et donc avec un appel aux qualifications supérieures beaucoup plus importantes. Et donc ça a provoqué pas mal d'évolutions, pas mal d'évolutions des mentalités notamment, au point que finalement un certain nombre de personnes, de collègues universitaires d'ailleurs, ont pris l'initiative de lancer ce projet qui était intéressant à voir en France parce que précisément nous étions dans un univers où, comme je le disais à l'instant, la culture d'entreprise n'avait pas forcément pénétré, ou en tout cas pas de la façon que l'on pouvait souhaiter. Et donc il est intéressant de voir 5 ans après que ces pôles pépites ont prospéré un peu partout dans nos universités, et il est heureux de voir que 5 ans après, le 30e pépite se crée ici en Nouvelle-Calédonie. Et je souhaite évidemment une excellente chance à ceux d'entre vous qui se lancent dans ce qui est, on peut dire, un début d'aventure d'une certaine façon, mais qui de toute manière, quel que soit votre avenir, que vous deveniez entrepreneur ou pas, parce que certains d'entre vous le deviendront, peut-être d'autres feront autre chose de leur vie. Ce qui est très important, c'est que cet esprit d'entreprise, au sens large de ce terme, pénètre l'université. Parce que l'université, on n'y est pas simplement pour apprendre des choses, pour acquérir des compétences, on y est aussi pour commencer à bâtir sa vie. Et quel que soit l'emploi qu'on utilise, que l'on occupe plus tard, l'esprit d'entreprise est utile. Parce que l'esprit d'entreprise, ça veut dire savoir prendre l'initiative, savoir prendre des responsabilités, savoir prendre des risques. Et ça, c'est quelque chose qui, de toute façon, quoi que vous deveniez, vous sera extrêmement utile. Alors je l'évoque pourquoi, et pourquoi l'agence universelle de la francophonie, d'ailleurs, même si l'histoire que je vous raconte, c'était avant que je m'occupe de l'AUF, pourquoi c'est important? C'est important parce que dans le monde entier aujourd'hui, on assiste à une montée absolument extraordinaire du nombre d'étudiants et de l'enseignement supérieur. Et ce qui était, il y a encore peu de temps, relativement peu de choses quantitativement, prends un continent comme l'Afrique, par exemple, il y a une génération, il y avait très peu d'universités en Afrique. Et les diplômés de l'université étaient une poignée, je dirais statistiquement en tout cas, et n'avaient aucun mal à trouver un emploi, la plupart du temps d'ailleurs dans la fonction publique. Ils étaient recrutés par les administrations locales ou les grandes entreprises internationales. Et ça, c'était vrai quand il y avait 0,1% d'une génération qui allait à l'université. Ça, c'était il y a 1 ou 2 générations. Aujourd'hui, on est dans un contexte complètement différent. On est dans un contexte où aller à l'université n'est pas encore la chance de tout le monde, mais c'est désormais une proportion beaucoup plus considérable. Et
dans la plupart des pays aujourd'hui au monde, y compris les pays les plus pauvres, ce pourcentage aujourd'hui est extrêmement important. Et donc ça veut dire que les diplômés des universités aujourd'hui n'ont pas forcément un emploi qui les attend à la sortie. Et en particulier un emploi dans la fonction publique par exemple, puisque pendant longtemps ça a été le cas. Et ça c'est un problème absolument majeur. Je n'ai pas complètement en tête les chiffres, les statistiques concernant la Nouvelle-Calédonie, mais j'imagine que c'est un problème qui commence à se poser en Nouvelle-Calédonie par le fait qu'il y a une université qui existe maintenant depuis pas mal d'années, qui produit, j'imagine, plusieurs centaines de diplômés par an, pour lesquels il y a encore sans doute des débouchés dans la fonction publique ou dans les grandes entreprises, mais plus l'université va se développer, c'est ce qu'il faut souhaiter à nos collègues de l'Université de Nouvelle-Calédonie, plus le pourcentage des jeunes générations néo-calédoniennes ira à l'université, plus ce problème va se poser. Et plus la question va être de préparer son avenir dans des domaines qui ne sont pas forcément ceux auxquels on avait l'habitude de penser. Il est probable qu'on va arriver, quel que soit d'ailleurs l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, il est probable qu'on va arriver assez rapidement à une situation où les fonctions publiques, qu'elles soient nationales, régionales, locales, ne pourront pas absorber ces flux de diplômés, où les besoins en compétences, même s'ils sont très importants aujourd'hui, ne correspondront pas au flux de diplômés sortants, et donc où il faut penser, préparer l'avenir. Et l'avenir, il passe par le fait que pour beaucoup d'étudiants, il faut aller à l'université en se disant je vais à l'université pour préparer mon avenir, peut-être pour créer une activité qui n'existe pas encore, mais qui existera demain. Et ça, c'est un sujet majeur, qui est peut-être encore modeste ici en Nouvelle-Calédonie, mais qui est absolument essentiel dans tout le reste du monde. Même dans les pays développés comme en Europe, et encore plus, je dirais, dans les pays du Sud. Je parlais de l'Afrique tout à l'heure. L'Afrique connaît aujourd'hui un immense paradoxe, qui est peut-être le problème social principal. Et quand je dis l'Afrique, ça vaut aussi pour un certain nombre d'univers, et notamment d'univers dans les îles, que ce soit dans le Pacifique, dans l'océan Indien, à savoir ce phénomène que plus vous êtes diplômé, plus votre insertion est difficile. Tout simplement parce qu'il y a un divorce considérable entre la structure des économies locales et le niveau de diplôme que vous avez obtenu. Alors selon évidemment la discipline que vous avez choisie, le domaine dans lequel vous avez obtenu votre diplôme, ce paradoxe, cette contradiction, je dirais presque, peut être considérable. Au point que nous sommes beaucoup à considérer que le problème principal de l'Afrique dans les années qui viennent, et quand je dis encore une fois l'Afrique, on peut étendre ça à une grande partie du monde, c'est construire cet avenir avec des diplômés, avec au fond cette frange des jeunes générations qui est la plus instruite, la plus cultivée, la plus compétente a priori, mais qui, faute de s'être pénétrée au préalable de cette perspective que j'appelais tout à l'heure la culture d'entreprise, c'est-à-dire de cette idée qu'on se forme pour créer aussi une activité, et bien faute de cela, on peut arriver à des considérables catastrophes sociales. Bon. Notre directrice régionale, Mme Théma, qui est ici avec moi, qui est marocaine, connaît bien ce phénomène, parce que le Maroc fait partie de ces pays africains qui ont un taux de scolarité dans l'enseignement supérieur considérable, supérieur même à beaucoup de pays dits du Nord, mais qui connaît de manière presque dramatique, je dirais, cette situation de repas. Donc Pépite, vous voyez, c'est tout ça. Pardonnez peut-être cette discrétion un peu longue, mais Pépite, c'est tout ça. Pépite, c'est faire en sorte que l'université se projette dans l'avenir, ne soit pas dans cet esprit confortable sans lequel l'université est là pour former des futurs fonctionnaires, mais l'université, elle est là pour préparer à tous les métiers. Et non seulement préparer à des métiers qui existent déjà, mais plus encore préparer à des métiers qui n'existent pas encore et que vous allez créer, et notamment ceux d'entre vous qui ont, en s'inscrivant dans ce pôle Pépite, dans cette perspective d'étudiant entrepreneur, avaient déjà en tête peut-être cette vision-là de votre avenir.
Alors c'est étudiant entrepreneur. Donc si on a inventé ces dispositifs, c'est pour vous permettre d'abord d'être des étudiants. Vous êtes d'abord des étudiants et vous devez préparer dans les meilleures conditions possibles aux études et par conséquent l'obtention de vos diplômes. Mais vous êtes aussi déjà dans l'esprit d'un futur entrepreneur, que vous créez effectivement l'entreprise sur laquelle vous commencez à réfléchir, ou que vous fassiez autre chose, peu importe, mais que ça vous donne des bases absolument essentielles pour la suite. Voilà. Bonne chance évidemment à tous. Merci. Donc, merci beaucoup. Donc, maintenant, j'accueille Jérôme Barret, enseignant-chercheur à l'UNC, qui va nous parler des besoins d'accompagnement pour les entrepreneurs, une approche par la segmentation des profils. Merci Juliette. Donc bonjour à tous. Donc, je vais vous parler de la motivation des entrepreneurs et du lien de cette motivation avec leurs caractéristiques sociodémographiques. Non, ça je reviens en arrière, ça ne va pas. Donc un petit constat au départ, un petit constat alarmant qui vient de l'IEOM. Donc c'est le nombre de défaillances d'entreprises qui progressent de façon explosive en Nouvelle-Calédonie depuis 2017, puisqu'on voit une augmentation de 50% des cessations d'activité, avec en parallèle une baisse très régulière du nombre de créations depuis plus de 5 ans, puisqu'on a à peu près moins 3,5% de création d'entreprises par an, ce qui fait que globalement le nombre d'entreprises en Nouvelle-Calédonie diminue. D'où l'intérêt d'être ici et de stimuler la création d'entreprises pour essayer de retourner cette tendance qui est assez préoccupante. Donc, fort de ce constat, nous avions effectué une vaste enquête sur plusieurs territoires qui visait donc à essayer de cerner les motivations des entrepreneurs de façon à inciter davantage de personnes à créer l'entreprise. Et les zones géographiques ciblées étaient centrées essentiellement sur des territoires francophones, à savoir l'Île-de-France, le nord de la France, le Maroc, la Martinique et la Nouvelle-Calédonie, qui a été la dernière phase de l'enquête avec plus de 150 entrepreneurs, créateurs d'entreprises interrogés. Donc les questions que nous leur avons posées cernaient véritablement leur parcours, et on leur a posé essentiellement des questions sur les raisons de la création de leur entreprise et également des raisons, enfin les difficultés qu'ils ont pu rencontrer au départ, avec certaines questions complémentaires concernant leur situation familiale, leur âge, le secteur d'activité de leur entreprise et leur formation. La méthodologie de traitement est une méthodologie d'analyse des données. Je ne vais pas rentrer dans les détails de cette méthode, mais elle fait appel essentiellement à ce qu'on appelle l'analyse factorielle des correspondances multiples, avec derrière la création d'une typologie d'entrepreneurs en utilisant donc des méthodes, ce qu'on appelle les méthodes K-means, et des méthodes qui font appel à l'intelligence artificielle, à savoir les cartes auto-organisatrices de Cohen. Donc voilà un peu le mapping qu'on peut obtenir. Donc je vous fais part des résultats obtenus sur une base qui était constituée d'environ 1500 entrepreneurs sur tous ces territoires francophones. Nous avons essentiellement 3 groupes principaux d'entrepreneurs, à savoir l'entrepreneur qui crée par motivation pécuniaire, l'entrepreneur qui crée par défi avec 2 sous-groupes, l'entrepreneur qui crée par défi et une opportunité qui se présente, et le deuxième sous-groupe, l'entrepreneur qui crée par défi, mais aussi par vocation. Enfin, le troisième groupe, c'est l'entrepreneur qui crée par contrainte. Voilà. Alors, si je rentre un peu dans les détails, l'entrepreneur à motivation pécuniaire, c'est celui qui est majoritaire dans l'échantillon que nous avons interrogé. En fait, il recherche grosso modo à se faire du beurre, entre guillemets, si je peux dire les choses de façon brute. Grosso modo, donc, il est intéressé par l'argent, il a une attitude froide et lucide par rapport à la création d'entreprise. C'est souvent quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, plutôt marié, qui détient un bagage universitaire. Alors, ces secteurs d'activité, c'est la finance, l'assurance, les transports, l'entreposage, les services immobiliers, location. Il est prêt à investir beaucoup d'argent pour arriver à ses fins. Deuxièmement, donc, l'entrepreneur par défi, c'est un peu constitue un quart de l'effectif environ.
Donc lui, il idéalise le métier d'entrepreneur, il est très enthousiaste, il a de fortes satisfactions à se réaliser en tant qu'entrepreneur, mais en fait il doute un peu de son avenir. Et là, on a des entrepreneurs qui sont à multi-profils, c'est-à-dire à la fois hommes ou femmes, avec le soutien de leur famille en général. Alors là, les secteurs d'activité se centrent essentiellement sur la construction, les services de soutien, les services de gestion des déchets, d'assainissement. Donc là, dans les sous-groupes, on avait l'entrepreneur par défi et opportunité. C'est quelqu'un qui voit une opportunité se présenter. Souvent, c'est un autodidacte et qui voit l'opportunité à création suite à une période de chômage. Il a assez peu confiance en lui. Ces secteurs de prédilection, c'est souvent l'industrie du numérique, l'industrie culturelle, les soins de santé et d'assistance sociale, la construction, l'extraction minière de pétrole ou de gaz. Le deuxième sous-groupe, donc, c'est celui qui souhaite vraiment être son propre patron, être autonome et savoir concilier sa vie professionnelle et familiale, c'est-à-dire acquérir davantage d'indépendance, améliorer sa qualité de vie. En général, il est un professionnel des nouvelles technologies et il se lance souvent dans le consulting, en marketing ou en finance. Donc son secteur d'activité, c'est le service. Ensuite, on passe au dernier groupe principal, donc c'est l'entrepreneur par contrainte, qui constitue également un groupe important parmi les 3 groupes qui ont été mentionnés. C'est quelqu'un véritablement qui est souvent démotivé par son travail, qui souvent est au chômage d'ailleurs, qui trouve que son travail est stressant, qui a une vie qui voit les choses de façon assez pessimiste. Alors on recense parmi ce type d'entrepreneur un profil assez féminin avec un âge, je dirais, autour de 37 à 47 ans. En général, ce sont des gens qui se lancent plutôt dans le commerce de détail ou l'agriculture avec peu de diplômes à la base. Voilà. Donc voilà un tableau récapitulatif. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous aurez sans doute la présentation sur Internet. Évidemment qu'associé à ces profils, on retrouve en fait des formes juridiques typiques liées finalement aussi à la capacité de financement, à l'envergure du projet et au type d'activité. Donc si, en fin de compte, on considère les différentes motivations qui sont à l'origine de la création d'entreprise, on peut les mettre en rapport à ce qu'on appelle la pyramide des besoins de Maslow. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de cette pyramide, simplement pour dire qu'en fait, elle hiérarchise les besoins qu'un individu peut éprouver et essaie de satisfaire. Donc à la base, on trouve les besoins physiologiques, comme boire, manger, dormir. Au-delà, on trouve des besoins de protection et de sécurité, des besoins sociaux d'appartenance et d'amour, des besoins de reconnaissance, et enfin des besoins d'autoréalisation. Lorsqu'on met en fait ces besoins et ces hiérarchies des besoins en face des motivations des entrepreneurs, on peut voir qu'effectivement, à la base de ces besoins, on trouve plutôt le groupe 3 qui crée son entreprise par contrainte, et qu'ensuite, on trouve l'entreprise qui se crée par motivation pécuniaire, et enfin le groupe 2 des gens qui créent leur entreprise par défi. Voilà. Alors, quelles aides concrètes à apporter à ces types d'entrepreneurs? Évidemment, chacun cherche un peu, en fonction de ses motivations et de ses moyens, des aides différentes. L'entrepreneur par motivation pécuniaire cherche essentiellement à ce que son projet atteigne une classe mondiale et souvent internationale, donc, et va rechercher du conseil, de l'appui pour s'internationaliser. Il pourrait y avoir des aides COFAS éventuellement. Il cherche aussi à moyen terme ou à long terme à revendre son entreprise, puisque, je rappelle, sa motivation est essentiellement pécuniaire. Donc après quelques années, il va chercher à revendre, donc éventuellement une aide à la revente et à la transmission d'entreprise par la suite. Le groupe 2, entrepreneurs par défi, on remarque qu'à la base, il manque souvent de financement lors de la création. Il veut créer son entreprise, mais il n'a pas les moyens de le faire souvent. Donc en face, il faudrait proposer plutôt des aides bancaires, des prêts d'honneur et le mettre en relation avec des réseaux de business angels. Il a souvent du mal à gérer ses priorités, il veut tout faire en même temps. Et donc il a une crainte aussi sur le développement, il a des problèmes d'organisation. Et donc en face,
nécessiter éventuellement de lui apporter du coaching ou du conseil en organisation. Le troisième type d'entrepreneur, donc c'est l'entrepreneur par contrainte. Donc on le rappelle, c'est un entrepreneur qui a créé son activité suite souvent à une période de chômage. Donc il est découragé, il a une déception sur le plan professionnel, il est stressé, et donc derrière on pourrait lui apporter en fait de la remotivation à travers également du coaching, un audit de sa société en création, du conseil en stratégie puisqu'il est un peu perdu, et essayer de le réorienter sur le plan de sa carrière lorsqu'il ne sait pas exactement où il veut aller, mais il sait juste qu'il veut créer une entreprise. Souvent, il a un manque de formation à la gestion au marketing, donc derrière, lui faire des appuis par des formations en management et en sciences de gestion de façon générale. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pas de questions? Donc, merci beaucoup. Je vais appeler Christophe Carbou, de l'incubateur. Voilà. Bonjour à tous. On va rentrer dans le dur du sujet. Comment effectivement exposer son idée sans s'exposer. Je crois qu'il y a une inquiétude généralement partagée par tous les porteurs de projets, que ce soit ici. On sera amené à faire un Startup Weekend à l'EGC en fin de semaine, et les mêmes questions se posent. C'est qu'est-ce que je vais faire? Est-ce qu'il est possible que je présente mon projet sans, à un moment donné, me le faire piquer? C'est bien clair. Alors très rapidement, je me présente. Je suis directeur de l'incubateur d'entreprises innovantes sur le territoire. Mon métier, en fait, c'est au-delà du projet, c'est-à-dire que vous avez une phase d'idéation, vous allez être créatif, et après, il faut déployer, il faut amener l'idée sur le marché. Et donc, c'est là où, généralement, se posent toutes ces questions. Donc, je baigne dedans depuis 20 ans, c'est 1 millier d'idées à peu près qui m'ont été proposées, 200 projets accompagnés, et surtout, c'est un réseau, le réseau RETIS, des incubateurs accélérateurs, et ce que je vais vous présenter en termes d'historique est très largement partagé par l'ensemble des acteurs. Merci. Celle du... Ok. Là, voilà. Non, celle du bas. Celle du bas, je te... C'est bon. Alors voilà, vous en êtes là. Vous sortez du Startup Weekend, vous allez amorcer le Startup Weekend. C'est bon. Et en général, voilà, vous en êtes là, vous avez des idées, et instantanément, vous vous posez des questions. Vous inquiétez, est-ce que je vais être copié? Est-ce qu'on va me piquer mon idée? Est-ce qu'on va essayer de me bloquer parce que j'arrive avec quelque chose de nouveau, donc généralement, je suis susceptible de piquer les parts de marché à quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on va venir me flouer dans ma légitimité? Et donc, du coup, ça génère méfiance, prudence, silence. C'est généralement un réflexe, et c'est une réaction tout à fait naturelle, instinctive. C'est plutôt sain d'avoir ce genre de réflexe en première approche. Mais attention, les réflexes, ils sont souvent mauvais. Ça, je vais le montrer. Donc, première chose, une bonne idée sans son déploiement n'est rien. C'est-à-dire que l'idée, c'est à la base ce que vous avez pensé, ce que vous n'avez pas encore concrétisé. Vous le verrez, vous pensez être le premier à la rue, mais quand vous verrez le processus d'idéation, la manière dont on arrive aux idées, vous vous rendrez très vite compte que vous ne serez probablement pas le seul à l'avoir, cette idée. Et ce qui a de la valeur, c'est son déploiement. Vous le verrez, partager une idée, c'est la première étape pour la concrétiser. Si vous restez seul avec votre idée, vous n'irez probablement pas loin. Donc il faut à un moment donné partager. Et c'est là où en général vous êtes en contradiction avec votre méfiance. Mais il va falloir y aller. Pourquoi? Parce qu'en fait vous serez confronté à un regard neuf, vous aurez de la participation, des appuis, je vous le garantis, et puis vous générerez soit de l'appétence, soit des critiques, et vous verrez que les avantages à partager dépassent de très loin, les risques. Ça, c'est l'expérience qui le montre, et vous le verrez aussi pourquoi. Enfin, partager son idée, c'est se faire connaître, et à partir du moment où vous êtes connu, que vous êtes perçu comme étant porteur d'une idée, vous limitez fortement le risque qu'on vienne vous l'appliquer. Ça, c'est aussi notre réalité. Pourquoi est-ce que les porteurs de projets vont sur les concours? C'est pour avoir une reconnaissance. Pourquoi est-ce que les porteurs de projets vont dans les dispositifs d'accompagnement? C'est pour avoir une reconnaissance et un appui.
et d'un seul coup, vous allez capter un espèce de totem d'immunité. Ça, c'est un point très important aussi. Restez seul dans votre garage, faites confiance à une personne, et vous avez beaucoup plus de chances que cette personne vous pique votre idée. Alors, stop. Stop. Je te dirai au fur et à mesure, d'accord? Donc, vous avez une idée, c'est là d'où vous allez partir. Alors, ceux qui sont en pépite, a priori, ont déjà pitché leur idée. Ceux qui vont aller sur le Startup Weekend seront dans une phase où, a priori, au bout de 2 jours et demi, 3 jours, devraient aboutir à la présentation d'une idée. Et le but, c'est d'aller au marché. Donc, amener cette idée à une valorisation. Alors au marché, quand on est dans la création d'entreprises innovantes, on peut être dans l'idéation dans le secteur associatif. En tout cas, on crée de la valeur et cette valeur, on souhaite la transmettre. Ça, c'est le chemin rêvé. Hein. Regardez cette belle ligne droite. Je te laisse montrer à quoi ressemble en fait le portage d'un projet. Voilà. Ça, c'est votre parcours. C'est le parcours auquel vous serez astreint. Ceux qui sont ici porteurs de projets, entrepreneurs, vous le confirmeront. On est souvent dans cette contrainte-là. Donc on part sur des itérations, on revient en arrière, et là, à un moment donné, ça ne marche pas, faut changer d'idée. Le marché, non, le segment n'est pas bon, il va falloir trouver un autre segment. L'ingénierie financière, on pensait financer ça par une levée de fonds, non, c'est le crowdfunding, et non pas un investisseur privé qui interviendra, etc., etc. Et vous remarquerez qu'à chaque fois, nécessairement, c'est parce que vous avez généré un échange, que vous allez confronter votre idée à des acteurs, financeurs, partenaires, clients, prospects, qu'à un moment donné, votre produit évolue, mature et arrive au succès. Ou pas. Dans les incubateurs, 25% des projets s'arrêtent là. D'accord ? Donc dans tous les cas, tous les projets n'aboutissent pas. Mais les projets qui aboutissent sont ceux qui ont été confrontés à un moment donné à la réalité des acteurs auxquels vous souhaitez l'adresser. Donc ça, c'est un point important. Et on comprend qu'à un moment donné, il faut générer des échanges. Alors on va regarder 2-3 critères autour de ce cheminement. Vas-y, je te laisse afficher le premier. Alors, la notion de risque, hein, probabilité d'échec, hein, qui est le point sur lequel nous on travaille et on essaye de réduire ce risque. Alors on part au démarrage, vas-y, clique une fois. Voilà. A priori, que votre projet soit innovant ou pas innovant, si vous en êtes à la phase juste d'expression d'un principe, d'un concept ou d'une idée, bah, c'est le moment où le risque est le maximum, puisque vous n'avez a priori à ce stade-là rien vérifié. Et au cours de la vie du projet, l'objectif, c'est de voir ce risque diminuer progressivement pour réussir à un niveau de risque acceptable pour la mise sur le marché. Là, on voit, il y a des hauts, il y a des bas, hein, c'est lié finalement à toutes ces itérations. Mais le but, effectivement, et nous, dans notre accompagnement, c'est de voir ce risque diminuer. On regarde le deuxième critère. Alors, la valeur perçue du projet. Alors, la notion de perception, elle est très importante, parce que la valeur absolue d'un projet, il n'y en a pas. On est toujours sur une valeur perçue par rapport à un acteur considéré. Donc la valeur perçue de votre projet, ben, au début c'est ça, voilà, très faible. C'est juste le pitch, 5 minutes de pitch, la proposition d'origine. Et l'objectif, de manière corrélée, inversement corrélée évidemment au risque et à la probabilité d'échec, c'est de voir cette valeur perçue augmenter pour aller à une valeur acceptable pour aller sur le marché. Jusque-là, j'ai rien inventé, je pense que vous en avez conscience. Et un dernier critère, celui-là c'est celui qu'on connaît bien parce que nous, dans les méthodes d'accompagnement, on est très vigilants là-dessus, c'est que pour faire tout ça, eh ben, il faut de l'énergie personnelle, de l'énergie d'une équipe, des moyens financiers, mais pas que, et puis surtout une résilience. Il va falloir être capable d'absorber les micro-échecs, les retours en arrière, avancés. Et donc, moi je vous conseille, si vous démarrez un projet, de démarrer très haut. Voilà. Et en général, ce qu'on observe, et oui, ce qu'on observe, c'est que le temps de maturation du projet pour l'amener jusqu'au succès, c'est que vous allez consommer votre énergie, vos moyens financiers, et forcément, en fonction des itérations, vous serez amené à devoir amortir des choses. D'accord ? Donc je vais vous demander à un moment donné de changer de posture. J'ai mon projet, je suis potentiellement victime, mettez-vous maintenant à la place du prédateur. Alors le prédateur, il est dans quel groupe, là, d'après ce que nous a présenté Jérôme précédemment? A priori, on le trouve plutôt dans le premier groupe, lui il cherche à faire une opération financière. Est-ce que tu peux m'afficher le prédateur tel qu'on l'imagine?
Le voilà. Alors, malheureusement, il ne ressemble pas du tout à ça. Ce serait trop simple, on le détecterait facilement. Et voilà, comme ça, vous avez une idée assez claire du prédateur. Donc, je vous demande de vous mettre à la place du prédateur et dites-moi dans la vie du projet, à quel moment vous intervenez. C'est vrai. Mais lui, il va regarder le projet évoluer. Il va essayer de se placer le plus tard possible. Le plus tard possible. Parce qu'il récupère le maximum de valeur. Il voit le risque au maximum maîtrisé. Et puis surtout, regardez là. Niveau de vigilance. Ah, vous êtes au taquet, hein, vous démarrez. Pas de souci, j'en parle à personne. Suspicion à tous les étages. Vous arrivez en bout de projet. Vous étiez marié, 2 enfants, vous avez divorcé. Vous avez perdu la garde de vos enfants. Vous avez 3 crédits sur le dos. Vous êtes en dépression. On a envie de se lancer. Ça arrive. Hein. Et là, lui, il arrive et il me dit ah, pas de souci, je prends. Vas-y, prends. D'accord? Donc, vous en êtes là, plutôt, en ce moment. Tous. Enfin, je pense. Donc, pas de vigilance excessive à ce stade-là. Votre projet est purement putatif. Il a la valeur d'un pitch de 5 minutes. Par contre, au fur et à mesure que vous réaliserez, attention, c'est là que la vigilance doit se construire. OK? Alors donc très rapidement, en conclusion, alors quand on se lance dans un projet, en gros, ce qu'on vérifie, c'est que l'on est d'abord légitime sur son projet. Est-ce que j'ai un peu de temps pour une anecdote? C'est bon? OK. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est que souvent on se lance dans un projet et on se dit ah là là, j'ai eu la bonne idée du siècle, c'est parti, je déploie et je me lance. Alors, comme j'ai dit, vous n'êtes pas forcément le premier. Et il y a un principe, notamment dans le domaine de l'ingénierie, des sciences de l'ingénieur, où les projets peuvent être protégés. Si vous avez une solution technique à un problème technique, potentiellement vous pouvez protéger tout ça par du brevet. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ça en propriété intellectuelle, mais c'est une réalité. Les bases brevets mondiales sont toutes accessibles. En fait, le principe du brevet, c'est que vous annoncez haut et fort et vous présentez à tout le monde ce que vous avez inventé. Et en contrepartie, vous aurez un droit d'exclusivité pour exploiter. Et ces bases brevets sont accessibles à tous. Donc rien ne peut justifier que vous ne sachiez pas. Le premier principe, notamment si vous êtes dans l'ingénierie, si vous développez une solution technique à un problème technique, allez vérifier dans les bases brevets si vous êtes le premier. Alors j'ai eu l'exemple, hein, il y a 8-9 ans de ça, un porteur de projet qui vient me voir, qui dit, ah, je fais du vélo, je pense que tout le monde fait du vélo, c'est excessivement compliqué, j'ai 3 plateaux à l'avant, 9 à 10 pignon derrière, 30 rapports possibles, il n'y en a qu'une 13-14 qui sont utiles, parce qu'après on a des croisements de chaînes et puis des rapports en dedans. J'ai eu une idée, je vais avoir une commande unique, et avec un dispositif, là, je vais commander les 2 câbles, qui va automatiquement faire ma sélection. Et là, bon, c'est vérifié. Les catalogues des principaux acteurs, Shimano, il n'y a rien sur le sujet. Je suis allé voir sur Internet, j'ai rien trouvé, donc je pense que je peux me lancer. Il se trouve que sur ce projet-là, en fait, j'avais une petite antériorité, je peux vous montrer. Alors, je ne vais pas directement sortir ça, hein, parce que je crois qu'il serait sauté par la fenêtre. On a pris un peu de temps pour arriver à ça. Et ça, c'est un truc que j'avais travaillé avec une start-up. Six ans auparavant. Voilà. Le produit existe. La start-up a périclité, elle a déposé le bilan, mais le produit existe. Les brevets sont déposés, et quand la start-up a disparu, qui s'est empressé de racheter? Shimano. Shimano est aujourd'hui propriétaire de ces brevets, qui ne fait pas du tout vivre, hein, parce que c'est beaucoup plus juteux de vendre 2 cocottes qu'une seule. Mais les brevets sont toujours maintenus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous vous amusez à redévelopper ce produit, si vous voulez le mettre sur le marché sans l'accord de Shimano, vous êtes de fait contrefacteur. Donc attention à ça, allez d'abord vérifier que vous êtes bien le premier à proposer quelque chose. Alors si d'autres ont la même idée ou une idée proche, attention, on vérifie. Donc ça aussi, c'est un grand principe.
Les idées arrivent par vagues. Comment est-ce que naissent les idées? En fait, c'est assez simple. Vous avez une problématique auquel vous pensez pouvoir apporter des solutions parce que vous avez une boîte à outils à l'instant T. Attends, on va pas trop. Parce que vous avez une solution grâce à une boîte à outils, mais soyez certains que vous n'êtes pas les seuls à observer ça. Donc finalement, vous allez avoir plusieurs personnes qui au même moment se lancent dans la même idée. C'est ce qu'on appelle l'évidence de la Sarbacane. Donc la Sarbacane a été inventée à peu près à la même période, il y a des milliers d'années, aussi bien en Asie du Sud-Est qu'en Amérique. Parce que voilà, dans la jungle, avoir un tube creux et penser à souffler dedans pour envoyer un projectile, c'était juste logique et bon sens. D'accord ? Et donc, sur les projets que vous portez, vous aurez probablement aussi, à un moment donné, un contradicteur qui arrivera avec la même proposition de valeur. Et ne vous dites pas spontanément, il a hacké mon PC. Il a simplement eu, au même moment, la même idée. Et on a des exemples très connus, 1690, calcul différentiel, 25 ans de discussion, à savoir si c'était Leibniz ou Newton, Isaac Newton, qui avait créé le calcul différentiel. On a abouti à, effectivement, peut-être que chacun dans son coin a eu à peu près la même idée au même moment. La pile électrique, donc c'est deux Italiens, hein, il y a eu des luttes aussi terribles, à savoir si c'était Alessandro Volta ou Luigi Galvani qui avaient inventé la pile électrique. Alors un est parti sur un principe d'observation métallique, l'autre plutôt animal. Et dans tous les cas, ils sont arrivés au même constat. Et enfin, les premières méthodes photographiques, alors là, Louis Daguerre et André Taco, pareil. Hein. 1839, presque la même année. Alors le suivant, il est quand même assez cocasse. Vous avez en fait deux bons hommes là. Alors, Alexander Graham Bell, c'est celui du milieu, et Elisha Gray, celui-là. Le même jour, ils ont déposé un brevet sur le système du téléphone filaire. Le 14 février 1876. Ils n'ont jamais travaillé ensemble. Hein. Le même jour. Il se trouve que M. Bell, il l'a déposé 2 heures avant. C'est lui qui est aujourd'hui connu comme étant l'inventeur du téléphone. Et alors, toujours pour l'anecdote, un émigré italien, M. Meucci, alors je ne sais pas trop comment on prononce, quelques années auparavant avait entièrement déployé et développé le dispositif, mais n'avait pas les moyens de déposer son brevet. Toujours est-il que c'est à peu près sur la même période. Observation de son écosystème, détection d'un besoin, une boîte à outils, on sort les idées. D'accord ? Je crois que j'en ai un dernier, un exemple. Voilà. Plus récemment, vaccin contre la polio. 2 acteurs qui se sont positionnés à peu près au même moment, qui n'ont jamais travaillé ensemble et qui ont trouvé à peu près les mêmes solutions au même problème. Ok ? Donc attention, vous ne serez probablement pas le seul, et d'où il arrive un autre concept très important, c'est la célérité à déployer son projet. Allez vite. Ne perdez pas de temps, quelqu'un d'autre va arriver. Ce sera de votre faute s'il va plus vite que vous, potentiellement. Alors on échange, on l'a dit, parce que c'est comme ça qu'on avance. Donc on communique pour faire évoluer son projet, vous l'avez vu à la slide précédente. On évacue la fausse bonne idée. Ah, ça c'est important, parce que c'est le nombre de projets qu'on a pu voir passer qui ne tenaient pas la route. Tout simplement parce que des fois, ils répondent juste pas aux principes fondamentaux de la mécanique ou de la physique. Assez souvent, hein, je vous le garantis. Donc les dispositifs qui génèrent plus d'énergie qu'ils n'en consomment, le mouvement perpétuel, des acteurs qui ont phosphoré pendant parfois 2, 3, 4 ans, ont dépensé de l'argent dans des prototypes et ont juste oublié d'aller voir un mécanicien, un physicien qui lui rappelle juste les règles fondamentales de la mécanique et de la physique. Allez confronter vos idées. On a eu un autre exemple, cette fois-ci sur le territoire. Un porteur de projet qui souhaitait importer, c'est un peu le thème du moment là, de la vaisselle jetable. Vous savez qu'il y a un problème sur les plastiques. Et donc il est venu nous voir, il nous a dit j'ai trouvé un produit en Asie du Sud-Est fabriqué par une société. Personne n'y a pensé, personne n'a vu, personne n'a trouvé. Et je vais l'importer. Et c'est formidable, c'est biodégradable. Et ça se biodégrade tout seul, il n'y a rien à faire. À un moment donné, ça se réduit en poussière, je sais pas quoi. C'est complètement naturel et c'est complètement biodégradable, c'est génial. Personne n'y a pensé. C'est quand même embêtant. Et donc il était prêt à se lancer, il était venu nous voir. Et on a regardé juste la fiche technique. Alors je lui ai dit, mais comment tu veux qu'on se fasse pour l'importer ? Je mets ça dans des conteneurs et par voie maritime, je l'amène. Sur la fiche technique, il y a marqué sortie usine, ça tient 1 mois. Il ne l'avait pas vu. Et personne dans son entourage n'avait vu le problème. Le risque que vous prenez, c'est que vous pouvez aller voir un banquier,
Il ne le voit pas non plus. Il vous fait le prêt. Vous recevez votre conteneur et vous pouvez tout mettre à la poubelle. Mais le banquier il saura vous rappeler qu'il faut rembourser le prêt. Confrontez votre idée. Vous trouverez toujours quelqu'un qui aura la bonne idée complémentaire pour venir vous challenger. D'accord? Et enfin, je l'ai dit, on communique pour se créer une légitimité. À partir du moment où vous êtes perçu comme étant le porteur d'un sujet, derrière, naturellement, on s'orientera vers vous quand on voudra développer. Alors, on échange de manière maîtrisée, on maîtrise sa communication et on fractionne nos besoins d'information. L'inventeur, il a deux gros défauts. En première approche, il est suspicieux. Alors, une fois qu'il est en confiance, il est bavard. Il raconte tout à tout le monde. Quand vous vous adressez à un client, un prospect, un prescripteur, ce qui l'intéresse, c'est la chaîne de la valeur, la proposition finale. La manière dont vous allez aboutir, ça ne passionne pas forcément. N'allez pas lui donner tous les détails, ça ne sert à rien. Quand vous souhaitez développer un concept, un produit, que vous avez besoin d'une sous-traitance, le produit est composé d'un ensemble A, B, C. Vous allez voir votre sous-traitant pour vous faire A et que A. Pas besoin de lui raconter nécessairement B et C, ça ne sert à rien. Ok? Et enfin, on formalise ces partenariats, donc des accords de confidentialité, c'est pas compliqué, j'en ai des exemples, hein, je mets à votre disposition, vous trouvez ça sur Internet. Alors on va me dire, ah oui, mais comment vérifier? C'est sûr, c'est compliqué. Donc un accord de confidentialité, ça vient en gros que vous vous adressez à quelqu'un, vous allez lui donner de l'information, cette information a un titre confidentiel. Il est marqué parce que c'est la loi que pendant 5 ans, par exemple, il est astreint à la confidentialité. Alors vous n'avez pas le droit de mettre une confidentialité à vitam aeternam, c'est interdit. Vous pouvez dire 5 ans, c'est bien. En 5 ans, il est astreint à garder la confidentialité sur l'information qui lui est transmise. Contre quoi, sinon, vous vous emmenez au tribunal. Il signe. Alors déjà, vous présentez. S'il ne veut pas signer, c'est qu'il y a un problème. Donc déjà, vous allez pouvoir mesurer la loyauté de votre interlocuteur. S'il ne veut pas signer, c'est qu'il y a un problème. Donc il signe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la dernière ligne avant de signer, c'est là où il est marqué opposable au tribunal. Donc là, en général, on dit en général juste la dernière ligne avant de signer, on s'en souvient. Alors soyons clairs, c'est très difficile à opposer. Il faut amener la preuve pour aller au tribunal, ça coûte cher. L'intérêt surtout, et c'est ce qu'on observe, c'est que 80 à 90% finalement des divulgations sont plutôt liées à la bêtise et à l'ignorance qu'à une volonté de nuire. Les gens avec qui vous avez présenté votre projet n'ont pas forcément compris que c'était ultra confidentiel. Et le soir au bistrot ou au Nakaman, ils en parlent à leurs voisins. Je vous garantis que quand ils ont signé ce papier, les bouches se ferment. Voilà, c'est l'intérêt. Donc ça, on a des modèles, hein. C'est que vous en trouverez, comme je disais, sur Internet. Donc apprenez à formaliser vos partenariats, c'est important, parce que c'est aussi le moyen de montrer que vous êtes professionnel dans votre approche. Alors, pas avec n'importe qui, à n'importe quel moment. N'allez pas voir votre conseiller à la DEF pour un financement en lui demandant peux-tu me signer un accord de confidentialité. C'est nécessairement associé à son métier, à sa fiche de fonction, qu'il soit dans la confidentialité dans son approche. D'accord? On parle plutôt des partenaires, des prospects, des sous-traitants. Et enfin, en temps et en heure. On est dans des processus de protection, pas au début parce qu'il n'y a rien à protéger, vous l'aurez compris, mais au fur et à mesure qu'on crée de la richesse et de la valeur, on construit par le secret ou les titres de propriété, brevet, marque, dessin, modèle, mais je viendrai pas dessus aujourd'hui, et on sait faire. Donc faites-vous accompagner là-dessus, hein, parce que ça ne s'improvise pas, et on protège en temps et en heure. Ok? Donc on maîtrise sa communication, chose très importante. Pareil sur les salons professionnels. C'est peut-être moins vrai ici, mais en fait, si vous êtes dans un secteur très compétitif, vous avez des choses assez innovantes. J'ai fait le salon du Bourget il y a plusieurs années, et on a porté des solutions technologiques innovantes à présenter sur le salon. Alors les salons professionnels, c'est quand même le premier lieu où se passe ce qu'on appelle, très politiquement correct, l'intelligence économique. D'accord? C'est organisé, et tout le monde le fait. C'est-à-dire que nous-mêmes, quand on allait sur le salon, on s'organisait pour aller chercher l'information blanche, l'information verte. C'est juste nécessaire. C'est le lieu où tout le monde se croise et tout le monde présente ses solutions. Sur un salon professionnel, si vous êtes un spécialiste sur un sujet, vous envoyez les commerciaux, vous n'envoyez pas les techniques. Les ingénieurs restent à la maison. Parce que je vous l'ai dit, les ingénieurs sont très bavards. Mais pas pour vendre, pour expliquer. D'accord? Donc ça s'organise au plus haut niveau.
mais ça s'organise dès la naissance des projets. Je crois que j'ai terminé. Si vous avez des questions autour de tout ça, n'hésitez pas, puis on laissera la parole ensuite autour de vous. Merci Christophe. Donc maintenant, je vais accueillir donc les 3 personnes qui vont répondre au sujet de cette thématique. Donc, est-il possible d'avoir confiance quand on monte son entreprise? Et donc, j'appelle Aurélie Zoudlebert, Pierre Massenet et Pierre Kolb pour répondre à cette question. Donc, je vous propose peut-être d'abord de vous présenter rapidement, parce que vu qu'on est avec des professionnels, mais également des étudiants, c'est peut-être bien de rappeler quelles sont vos fonctions et peut-être, par exemple, Madame Zoudlebert, nous présenter ce que vous faites, à quoi sert l'autorité de la concurrence. Bonjour à tous, merci d'abord de m'accueillir à cette première intervention pour le PEPIT. Je trouve que c'est vraiment une très bonne initiative pour les futurs étudiants entrepreneurs. Donc, je suis la présidente de l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie, qui est créée depuis, installée en tout cas depuis 1 an, et qui a pour mission de veiller à ce que le jeu de la concurrence fonctionne correctement sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire que, par exemple, que des nouvelles entreprises qui souhaitent rentrer sur un marché ne soient pas empêchées par d'autres concurrents plus importants qui ne voudraient pas les laisser rentrer, par exemple, et qui mettraient en œuvre des pratiques pour les faire couler lorsqu'ils essayent d'être plus compétitifs ou de proposer des services innovants, soit seuls parce que vous avez un opérateur en position dominante qui a suffisamment de pouvoir de marché pour pratiquer des prix prédateurs, par exemple, c'est-à-dire fixer des prix à un niveau tellement bas que vous ne pourriez pas suivre parce que vous n'avez pas la puissance financière pour arriver sur ce marché à ce prix-là, ou bien parce que plusieurs entreprises sur le marché s'entendent entre elles pour faire en sorte que vous ne veniez pas, par exemple, leur voler une certaine part de marché. Donc ça, c'est une des premières missions de l'autorité et ça donne lieu à des contentieux et éventuellement à des sanctions pécuniaires ou des injonctions où on demande de ne pas faire ceci ou de ne pas faire cela. Et puis pour les entrepreneurs, ce qui peut compter aussi parmi nos missions, c'est la mission qu'on dit préventive, qui concerne les cas dans lesquels une entreprise va souhaiter créer avec une autre entreprise, soit une entreprise commune, soit fusionner avec un concurrent. Et donc ça, c'est tout à fait possible, mais il y a certains formalismes à respecter. Il faut... lorsque les entreprises disposent d'une certaine assise financière, c'est-à-dire ensemble qu'elles forment plus de 600 millions de chiffre d'affaires en Nouvelle-Calédonie, elles doivent notifier l'opération à l'autorité de la concurrence. Et nous, on va simplement veiller à ce que l'opération ne crée pas une situation de forte puissance de marché ou de monopole. Et si c'est le cas, on va demander aux entreprises de prendre des engagements pour limiter les risques. Donc, on est plutôt là pour favoriser l'arrivée de nouveaux entrants et en tout cas, faire en sorte que les entreprises puissent travailler, évoluer et grandir de manière normale, voilà, sans être empêchées. Bonjour, Pierre Massenet, directeur de CIPAC. CIPAC, c'est une société qui est depuis un certain temps sur la place en Nouvelle-Calédonie. Ça fait 45 ans qu'on existe à peu près. C'est une entreprise familiale à la base, donc on a un modèle très familial, même si on s'est beaucoup diversifié au cours des années. Effectivement, à l'échelle de la Calédonie, on peut être considéré comme une grosse entreprise, même si au niveau national, on n'est finalement qu'une PME. Mais en Nouvelle-Calédonie, effectivement, il est difficile, quand on travaille dans le B2B, d'être sur un secteur différent d'une autre, puisqu'on couvre effectivement beaucoup de secteurs. La société, comme vous le savez, est dans l'industrie. Donc tout ce qui est du matériel agricole, de la manutention, du transport, etc. Au niveau médical aussi, on accompagne beaucoup ce secteur-là. Quand vous allez à l'hôpital ou vous faites soigner, il y a beaucoup de chances pour que vous vous fassiez soigner par un matériel qui a été installé et qui est maintenu par nous. Et puis enfin dans le domaine du numérique.
Donc la CIPAC, effectivement, se développe sur ces marchés. Et donc je serais intéressé de parler aujourd'hui de la manière dont, dans notre écosystème, effectivement, on peut travailler ensemble, on peut éviter de se marcher sur les pieds, que ce soit entre entreprises ou entre grosses entreprises et entrepreneurs qui se lancent justement dans leur aventure. Merci Pierre. Pierre Kolb, je suis ici peut-être à différents titres puisque je suis élu de la Chambre de commerce et d'industrie, président de la commission formation, donc notamment je m'occupe de l'EGC là, qui va organiser prochainement son week-end startup dont on a parlé tout à l'heure. Mais je suis aussi, et peut-être d'abord avant tout, un chef d'entreprise. Je suis calédonien. Il y a quelques temps, pas mal de temps, j'étais sur les bancs de l'école, pas d'université parce que ça n'existait même pas à l'époque. J'ai été au lycée La Pérouse et après j'ai fait des études d'ingénieur, j'ai travaillé dans le pétrole et après j'ai voulu revenir en Calédonie et donc j'ai orienté ma carrière vers la métallurgie. Donc j'ai travaillé dans le groupe Eramet, à la SLL et puis après un peu plus tard dans la branche manganèse. Et après m'est venu alors je ne sais pas quel groupe j'étais, mais m'est venu l'envie d'être un peu mon propre responsable. Les grandes entreprises c'est bien, à condition d'en sortir. Et donc j'en suis sorti, c'est très formateur, donc c'est pas mal en termes d'expérience, mais rien ne vaut le plaisir, et ça je peux vous le confier parce que vous êtes peut-être sur cette voie, rien ne vaut le plaisir d'être le maître un peu de son destin. Quand vous êtes entrepreneur, si vous avez des gens qui vous suivent, et si vous avez un banquier qui vous aime bien, vous pouvez faire beaucoup de choses, et c'est quand même très, très sympathique, même si des fois ça peut moins bien tourner. Sur les entreprises dont je m'occupe, il y a des entreprises assez variées qui sont dans des secteurs différents et pas forcément liés, de l'ingénierie, du BTP, de la sécurité, et même une start-up. Et donc c'est une start-up là, sur laquelle on fait avec un ami des mesures sous-marines, donc dans un système innovant. On a déposé un brevet, on est accompagné par l'accélérateur de la Technopole. Donc on connaît un petit peu tout ce chemin, y compris sur la partie innovation. Et là, donc on est assez fiers parce qu'on a nos premiers clients, des clients calédoniens. Et on espère pouvoir passer tous les zigzags que vous avez vus, les allers-retours, et puis arriver à créer de la valeur. On la crée un petit peu puisqu'il y a des gens qui nous font confiance aujourd'hui. Et donc moi je suis ravi d'être là aujourd'hui pour partager un petit peu mon expérience avec des jeunes qui souhaitent se lancer et reprendre peut-être ce qui est plus calédonien que l'esprit d'entreprendre. À la CCI, on a bien parlé d'esprit pionnier, parce que c'est quand même quelque chose qui caractérise un peu la Calédonie. On est sur un marché mondial en Calédonie, mais aussi on est sur un petit marché. Et la Calédonie peut représenter un atout incroyable pour créer, développer, démontrer des concepts avant d'aller à l'international. C'est un petit peu le thème sur lequel on s'est appuyé au niveau de la start-up dont je parlais tout à l'heure. Voilà, on a été un petit peu long peut-être, non? Non, parfait. Donc je vais peut-être commencer par une question pour Pierre Massenet. En fait, il faut savoir que la question « Est-il possible d'avoir confiance quand on monte son entreprise ?» venait de la crainte de certains entrepreneurs, de justement des entreprises familiales comme la vôtre. Donc qu'avez-vous à leur répondre? Parce que voilà, c'est vraiment l'inquiétude qui a été portée, le message qui a été porté par les étudiants. Est-ce qu'on doit s'inquiéter donc des entreprises familiales parce qu'elles sont grosses, elles existent depuis longtemps, donc est-ce que moi je vais réussir à trouver ma place à côté de ces grandes entreprises? C'est une bonne question. Alors je dirais que la première partie de ma réponse s'apportera sur le fait, c'est un état d'esprit déjà, ne pas avoir peur. Donc là je rebondis un petit peu sur ce que nous a dit Christophe tout à l'heure. La notion de peur, elle est vachement présente. Alors en Calédonie, je dis ça parce que je connais la Nouvelle-Calédonie, mais j'imagine que c'est la même chose dans le tissu, on va dire, français. Je dis ça parce que moi, j'ai eu la chance de faire mes études en Australie et de travailler en Australie. Et c'est vrai que c'est des conceptions radicalement différentes, en fait, des choses, du travail ensemble, de l'entrepreneuriat. Et ça m'a vraiment marqué, en fait. Et je dirais que donc, la première partie de la réponse, c'est qu'il ne faut pas avoir peur, parce que, comme disait Christophe, des idées, tout le monde en a. Mais c'est une autre paire de manches que de rendre cette idée viable dans un business économique qui tient la route. Et donc il ne faut pas forcément être dans la défiance et penser que tout le monde va vous piquer votre idée. Vous n'êtes pas le premier à l'avoir, et si vous avez vraiment des compétences, et si vous avez de la motivation, et si vous y mettiez les moyens, moi je suis persuadé
que le temps que quelqu'un déjà comprenne ce que vous voulez faire et comment vous vouliez le faire, il est déjà largué. Même une grosse entreprise, si elle n'a pas quelqu'un qui est prêt à avoir la foi que vous avez en votre idée et qui est prêt à y mettre l'énergie et à avancer, eh ben, elle sera fatalement derrière vous. C'est vous qui êtes le leader de votre idée à partir du moment où vous avez les compétences et la motivation pour mettre cette idée, effectivement, modulo les moyens nécessaires. Mais là, vous avez un certain nombre de structures qui vous accompagnent ici. La deuxième chose, c'est qu'on a tendance à penser que les entreprises établies sont forcément des concurrents. Les entreprises aujourd'hui, et je vais parler de celles que j'ai la chance de diriger, ont des valeurs qui évoluent également. Ça, c'est important de le noter. Ça, c'est pas que dans le discours commercial, c'est une réalité. L'autorité de la concurrence s'est créée il y a 1 an, et la concurrence, elle est saine. Qu'on ait des acteurs qui nous concurrencent, des acteurs établis, ou qu'on ait des jeunes startups qui émergent avec des nouvelles idées, bah nous, ça nous fait nous remettre en question. Et il n'y a rien de mieux que de se remettre en question, parce que c'est comme ça qu'on évolue. Et que si on n'évolue pas, eh ben on meurt. Donc ça, c'est un concept qu'il faut intégrer, c'est que on ne voit pas, nous, déjà la concurrence comme quelque chose de mal, on le voit comme quelque chose de sain. Les équipes, elles doivent pouvoir se confronter à une concurrence à côté. C'est la base du capitalisme, finalement. C'est aller vers la course au meilleur, parce qu'il y a des gens qui vous challengent à côté. Et que si vous êtes un minimum un challenger, eh ben vous allez chercher à améliorer votre produit, à baisser vos coûts, vous allez chercher à vous améliorer. Donc la concurrence, elle est saine. Et une dernière chose aussi que je voudrais dire pour répondre à cette question, c'est que la réalisation des personnes, la réalisation des individus, également l'innovation, l'entrepreneuriat se fait aussi à l'intérieur d'une entreprise. Comme disait Pierre tout à l'heure, il a créé une start-up, on a aussi nous créé une start-up en interne. Donc 3 personnes, elles existent depuis 2 mois, c'est un projet qui est en maturation depuis à peu près 9 ans, puisqu'il concerne l'imagerie satellite. On est aujourd'hui revendeur et on interprète pour le compte de clients institutionnels et miniers de l'imagerie satellite. C'est un sujet qui est extrêmement intéressant, c'est un sujet qui a beaucoup d'avenir, et nous on a créé cette start-up en interne. Pourquoi on l'appelle comme ça? C'est parce qu'effectivement elle est un peu décrochée du reste du groupe, elle a ses méthodes propres, elle expérimente, elle teste, et elle essaye d'avancer, mais avec le soutien du groupe. Et là je vais parler d'intrapreneuriat. C'est-à-dire que si vous avez effectivement une idée, vous pouvez la développer tout seul, parce que vous avez une volonté de créer votre entreprise et d'être votre propre entrepreneur. Mais souvent, et ça c'est une discussion que j'ai, ça s'oppose à un modèle de société dans lequel on ne s'émancipe pas, dans lequel on a des supérieurs qui décident tout à notre place, dans le modèle dans lequel on est finalement, on écrase l'initiative. Alors, nous on a initié depuis un certain nombre d'années, depuis 2 ans exactement, un plan d'entreprise qui cherche à faire évoluer cette culture d'entreprise. Alors je ne vous dirais pas que tout est parfait aujourd'hui chez SIPAC et que tout marche bien, ça serait un mensonge éhonté. Ce que je vous dis, c'est qu'on est dans une dynamique positive et qu'on va vers là. Pourquoi? Parce que moi, mon objectif, en tant que chef d'entreprise, c'est de faire en sorte de faire évoluer la culture d'entreprise pour l'emmener dans une culture que les nouvelles générations veulent, celles qu'ils attendent. Mais si je reviens au sujet, parce que je m'en éloigne, l'intrapreneuriat, c'est dire qu'aujourd'hui, si vous avez une idée, vous pouvez choisir de la mener tout seul, mais vous pouvez également choisir de la mener dans une entreprise. Et cette entreprise va vous apporter des moyens, va vous apporter un réseau commercial, va vous apporter des méthodologies de gestion. Et vous pouvez le faire en faisant confiance aussi à l'entreprise et en profitant de ces nouveaux modèles d'organisation. Voilà. Je pourrais développer plus. Peut-être que Pierre voulait rebondir sur le sujet. Je vais rebondir sur le sujet d'Aurélie, sur la concurrence, pour confirmer un petit peu le fait que dans une entreprise, on voit effectivement la concurrence comme une remise en cause saine, et aussi le fait que ça produit des effets, la concurrence, ça élargit un marché. Je me souviens de certains domaines où on était un peu tout seul, et le marché était comme ça. Et les concurrents sont arrivés, sur l'ingénierie environnementale par exemple, il y a 20 ans, 2EP était quasiment tout seul. Et après, le marché est devenu beaucoup plus important parce qu'il y a eu un travail de marketing, un travail de confiance aussi des clients. Parce que si vous êtes tout seul, ça arrive dans certains cas en Calédonie, et il y a peut-être des exemples qui nous viennent à l'esprit sur des produits de transformation par exemple. Si on n'a qu'une seule marque, des fois on n'a pas tellement envie de la choisir. Alors que si on a un panel,
Déjà, quand on vous explique que cette marque est meilleure que telle autre, ce produit est meilleur que tel autre, déjà ça donne un peu plus confiance. Donc ça élargit le marché. Donc c'est pas forcément quelque chose qu'on craint, la concurrence, c'est quelque chose qui dynamise et c'est quelque chose qui est, je dirais, bon pour le business à terme. Je voulais revenir aussi sur l'autre point de Pierre, là, sur la peur. Ça c'est vraiment important parce que Christophe en a beaucoup parlé aussi, la peur de se livrer, la peur de partager. C'est un jeu qui est à somme positive. Si vous partagez, vous allez recevoir plus que ce que vous allez donner, globalement. Ça c'est vrai d'ailleurs pas que pour les idées d'innovation, même dans votre travail, de toute façon, vous partagez, vous allez recevoir plus. Celui qui ne partage pas, il recevra très peu, et il y a quelque part, il y a une logique de ça. Celui qui donne à l'autre sans quelque part attendre un retour, parce que ce n'est pas un échange, hein, c'est pas un échange immédiat en tous les cas, c'est pas donnant-donnant. C'est vraiment avoir une attitude d'ouverture. Vous voyez quelqu'un qui est dans une difficulté, même si ce n'est pas votre boulot, etc., même si ce n'est pas votre intérêt, bah vous le conseillez, vous l'aidez. Et comme par hasard, en faisant ça, vous allez vous créer autour de vous un réseau de gens qui vont vous aider aussi spontanément. Il y a des allers-retours qui se passent, pas tout le temps, pas des fois à la hauteur, mais des fois plus que ce que vous avez donné, bien plus. Donc ayez ce réflexe de partage et de création d'un système autour de vous, d'un écosystème. Et sur la peur, réfléchissez à quoi vous devez avoir peur. Moi j'aime bien cette phrase de, je crois qu'on l'a pris à Mandela, qui dit sur des projets ou des choses que vous tentez, Mandela dit moi je ne perds jamais. Soit je gagne, soit je réussis, soit j'apprends. Donc vous allez apprendre en prenant des risques, en vous lançant. Vous n'allez peut-être pas réussir, mais vous allez apprendre et donc ça vous aidera pour la suite. Donc ça, ce qui fait que finalement vous avez très peu de risques si vous avez la grande perspective devant vous. Merci. Il y avait justement une question peut-être pour Aurélie Lebert. Beaucoup disent qu'en Nouvelle-Calédonie il y a plus de monopoles qu'ailleurs. Est-ce qu'il y a beaucoup de pratiques anticoncurrentielles en Nouvelle-Calédonie, plus que peut-être en métropole, plus que dans d'autres pays? Alors, j'ai pas d'instrument de mesure, mais ce qui est vrai, c'est que le marché en Nouvelle-Calédonie, par définition, parce que la géographie est comme ça, il est relativement restreint sur le plan territorial. Mais en réalité, ça signifie pas nécessairement que ça limite la capacité d'entrepreneuriat, que ça limite le nombre d'entreprises qui sont susceptibles de rentrer sur un marché et de s'épanouir. Ça dépend surtout du type d'entreprise que vous voulez créer. Si vous êtes dans du service, finalement, il n'y a jamais de limite, ni de limite territoriale, ni de contraintes réellement matérielles. Si vous êtes dans une industrie de transformation, c'est sûr que là, il va y avoir davantage de limites et de difficultés parce qu'il y a des coûts structurels qui sont très importants et qui sont plus importants, il faut le reconnaître, en Nouvelle-Calédonie que dans des territoires plus grands où le marché est plus large parce qu'il y a moins de débouchés, moins de population et donc ça peut renchérir les coûts et du coup ça peut limiter l'intérêt pour un nouvel entrant de venir sur ce type de marché à fort coût, à forte charge fixe. Bon, après, y a pas, je ne sais pas s'il y a plus de pratiques anticoncurrentielles qu'ailleurs. Ce que je pense, c'est que si vous regardez la métropole, ça fait 30 ans qu'il y a une autorité de la concurrence qui fonctionne, il y a toujours des pratiques anticoncurrentielles qui existent. Donc, ça, voilà, ça existe. Il faut essayer, et moi, je suis assez contente de voir que les entreprises prennent en compte le fait qu'il y ait une autorité de concurrence qui soit désormais installée et qui mettent en place des programmes de conformité, ou en tout cas qui intègrent le fait que la réglementation qui existait depuis 10 ou 15 ans maintenant est effectivement mise en œuvre et contrôlée. En tout cas, je ne pense pas du tout que ça vous empêche en tant qu'entrepreneur qui a des idées nouvelles et qui veut mettre en place un nouveau produit ou un nouveau service sur le marché d'arriver en réalité, puisque par définition, si c'est nouveau, vous n'aurez pas forcément de concurrents à la base sur ce marché. Et si c'est, comme vous le disiez tout à l'heure, finalement connexe à un marché qui existe déjà, il va y avoir une émulation et ça va pouvoir créer de la valeur et le gâteau, il va s'élargir en fait au fur et à mesure de l'arrivée de nouvelles idées, de nouvelles entreprises. Et tout le monde a à y gagner, que ce soit les petites entreprises ou les grosses entreprises. Il est vrai que dans un processus de création d'entreprise, il y a souvent aussi des pratiques de rachat à un moment donné. Hein, c'est ce que tout à l'heure a été présenté.
Ça peut être intéressant pour le start-upper comme pour la grosse entreprise. L'important, c'est que ce soit volontaire et qu'il ne soit pas forcé à être racheté. Et puis, ça peut mener l'entrepreneur ensuite à développer d'autres idées, etc., en ayant davantage de moyens, parce qu'il a vendu sa première entreprise, il va se lancer dans un nouvel investissement, etc., etc. Donc, ce que je pense, c'est que il n'y a pas plus de difficultés en Nouvelle-Calédonie qu'ailleurs pour créer son entreprise. Merci. Je crois que Pierre Massenet souhaitait rebondir sur le sujet. Ouais, sur le gâteau. J'aime bien les gâteaux. Non, on parlait du gâteau, mais il y a quelque chose qui est important aussi de se dire, c'est qu'en Calédonie, il y a de temps en temps une concurrence de fait. Le problème de la Calédonie, c'est la taille du gâteau. C'est la masse critique. C'est-à-dire que pour les entreprises, comme la nôtre, et ça c'est une réalité, on doit, pour maintenir un minimum de structure, et notamment sur des métiers très technologiques où on va travailler sur un petit marché, pourtant on va devoir maintenir un niveau d'expertise suffisant, on va chercher à diversifier. On cherche à diversifier pour pouvoir avoir les reins assez solides, pour maintenir une base de service qui est suffisante pour un tout petit marché. Donc il va y avoir une concurrence qui se crée de par ce fait-là, et là c'est même plus entrepreneurial, c'est purement financier. On doit avoir une assise suffisante pour pouvoir tenir. C'est là où ça devient intéressant, et ça c'est une dynamique aussi des entreprises, c'est une dynamique que j'essaye aussi d'impulser dans mon entreprise, c'est de travailler non plus à, et le terme est un peu fort mais j'en trouve pas de meilleur, une hégémonie de marché, à plutôt une spécialisation et une complémentarité avec des réseaux de partenaires qui vont nous permettre d'augmenter nos compétences, notre expertise sur des domaines précis et d'ensuite d'aller envisager des solutions autour de nous pour agrandir géographiquement le gâteau. Ça peut paraître tout bête, ça peut paraître évident, pour autant, c'est loin d'être évident pour tout le monde. Ça l'était encore moins il y a quelques années. On cherche effectivement à bouffer le voisin. Aujourd'hui, en tout cas chez nous, on est donc plus dans une dynamique de se recentrer sur des domaines sur lesquels on est bon, dont on reconnaît des forces, et peut-être de compléter, on va dire, nos services aux clients avec des partenaires qui eux-mêmes sont bons sur leur domaine. Et de facto, finalement, on enlève des frictions, puisque chacun fait ce pourquoi il est bon, et si on a effectivement un minimum de valeur derrière et qu'on est capable de tenir une parole, et bien derrière, ça fait des beaux partenariats. Voilà. Pierre Kolb, peut-être. Oui, cette idée aussi d'écosystème d'entreprise là, qui me paraît très intéressante, qui est l'illustration aussi des clusters, hein. On en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire des entreprises qui au départ peuvent être, pour certaines d'entre elles, concurrentes sur un certain domaine, mais qui à un moment donné acceptent de se parler, acceptent de raconter un petit peu leur histoire, donc prennent ce risque là dont on parlait de s'ouvrir un peu, et on s'aperçoit, c'est pas spécifique à la Calédonie, on s'aperçoit que ça crée de la valeur, ça. C'est la fameuse économie de la connaissance, où si vous partagez des idées, des projets, bah, finalement le projet devient meilleur que si vous le gardez pour vous-même. C'est vraiment intéressant parce qu'aujourd'hui, il y a la taille de la Calédonie qui oblige justement peut-être un peu plus à travailler ce réseau. On n'a pas un marché où on peut tout faire de façon très professionnelle là-dessus. Et aussi, je voulais revenir à une idée là qui me fait, je dirais que moi j'associe à ce réseau d'entreprise, c'est la slide qui a été montrée tout à l'heure au niveau économique, là, avec beaucoup d'entreprises qui s'arrêtent en ce moment. La situation économique est telle que c'est une certaine logique à ça, mais aussi beaucoup d'entreprises qui, à un moment donné, ont besoin de repreneurs. Et on voit souvent l'esprit d'entreprise comme étant en fait une création. Hein, vous, votre modèle, c'est de dire j'ai une idée, je crée une entreprise autour de mon idée, c'est normal. Mais il y a aussi des choses qui sont vraiment très intéressantes aussi, c'est étudier, si vous avez l'esprit d'entreprise, si vous avez envie d'être votre propre patron et de vous lancer, étudier des opportunités d'entreprise dont les patrons souhaitent céder. Et souvent, ils souhaitent céder, bien sûr, avec un aspect financier, mais ils souhaitent céder à des gens qui vont pérenniser leur entreprise, qui vont lui donner un avenir, parce que c'est souvent leur bébé. Et c'est une autre façon d'être entrepreneur, peut-être pas forcément plus facile, mais par exemple, dans mon cas, c'est ce que j'ai choisi. Pour aller plus vite, ça va plus vite, puisque vous démarrez déjà d'un acquis. Et c'est vraiment important parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont besoin de repreneurs aujourd'hui qui ne les ont pas. Donc les gens qui ont cet esprit d'entreprise, qui sont capables je dirais, de l'éprouver sur le terrain, ils ont des opportunités aussi à travers ça, et pas forcément par rapport à une idée qu'on démarre de A jusqu'à Z en start-up, etc. etc. Aurélie avait une intervention. On aura aussi après des questions.
Oui, juste un point sur les clusters pour dire que c'est effectivement très utile, je pense, pour les jeunes entreprises de se mettre en contact avec des entreprises qui sont déjà installées et qui disposent déjà d'une expérience et de compétences. Ça ne pose pas de problème en termes de concurrence, si ce n'est qu'on n'a pas le droit d'échanger des informations confidentielles sur les stratégies de prix, par exemple, ou se répartir les marchés. Donc, aucun problème pour les échanges d'idées, les partenariats, les coopérations, etc. Voilà, simplement, quand on est concurrent, attention aux échanges d'informations confidentielles. Oui, bonjour, j'ai une question pour notre table ronde. On parle pas mal de masse critique sur la Nouvelle-Calédonie. On se considère un petit peu comme s'il y avait 12 requins dans un bocal à poissons. Et on parle de voir comment est-ce que ces requins peuvent essayer de travailler ensemble. Est-ce que finalement, avoir une vision plus large que la Nouvelle-Calédonie, c'est pas une façon de sortir de cette problématique de masse critique, et que la proximité géographique ferait plutôt des concurrents aujourd'hui naturels quand on considère juste la Nouvelle-Calédonie, mais plutôt des partenaires idéaux quand on veut avoir une démarche plus régionale, atteindre un marché plus global. On est dans une zone pacifique insulaire avec la Polynésie, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, Fidji. Il y a énormément de potentiel. Est-ce que vous pensez qu'il est possible d'envisager le marché autrement et la relation du coup entre les entreprises? Alors, je vais peut-être simplement répondre sur la taille du marché. En réalité, par exemple, quand l'autorité de la concurrence va analyser un marché, elle va définir le marché de pertinence, le marché de produits ou le marché de services, c'est-à-dire tous les biens qui sont plus ou moins substituables. Elle va aussi définir le marché géographique sur lequel intervient l'entreprise. Et effectivement, ça peut être très variable. Le marché peut être très local ou local, comme il peut être international. Et c'est vrai que, en tout cas pour les entreprises de Nouvelle-Calédonie et les jeunes entreprises en particulier, je pense qu'il y a un intérêt majeur à jouer la carte de l'international et du réseau Pacifique, parce que effectivement, surtout sur les entreprises qui ne nécessitent pas... enfin, les entreprises de services en particulier, mais y compris pour l'industrie, dès lors qu'il faut rentabiliser ses coûts de structure, il y a un intérêt évident à développer l'exportation ou des joint ventures avec des entreprises à l'extérieur, etc. Oui, sur ce thème-là, il y a justement une initiative, là on parlait de cluster, mais il y a un cluster qui est chargé avec ce NCTI, là, qui est chargé de promouvoir cet esprit d'export, hein, qui est une des solutions. Alors, il n'y a pas de baguette magique, hein, ça peut être compliqué. Nous-mêmes, on a fait des opérations d'export sur de l'ingénierie en Indonésie. C'est des marchés qui sont différents, c'est des cultures qui sont différentes. En général, on ne vous attend pas. On ne dit pas, vous venez de Calédonie, c'est super, on a envie que vous travaillez là. Donc, il y a des stratégies à développer qui sont assez complexes dans certains cas. Nous, on avait suivi la stratégie assez classique de s'orienter sur les clients avec lesquels on travaillait déjà en Calédonie, on peut remettre en l'occurrence là. Le marché australien, c'est un gros marché, mais là aussi, il peut être assez fermé. On parle des normes dans certains cas, on parle de la langue dans d'autres cas. C'est une solution, elle peut être assez complexe à développer, et ça ne peut pas être la seule solution. Personnellement, moi je pense que le marché calédonien devrait être beaucoup plus large par sa taille même. Et donc je pense qu'il faut qu'on fasse un effort pour peut-être être un peu plus ouvert. Je ne fais pas de politique à ce niveau-là, mais en termes économiques, on a vraiment besoin d'être beaucoup plus ouvert sur des compétences, sur même, je dirais, une taille de marché plus importante. C'est vital pour notre développement futur, pour moi. Je voulais répondre avec deux exemples qui nous concernent. Le premier concerne un secteur de développement qu'on a chez nous, qui est l'Internet des objets. On a chez nous toutes les compétences pour le traiter de bout en bout, ce domaine-là. Bon, je ne sais pas si ça vous parle, l'Internet des objets. Oui, non? Non. Bon, c'est tous les objets connectés qu'il y a partout et qui, effectivement, IoT, ça parle plus en anglais. Bon, c'est un nouveau secteur d'activité. Pour faire simple, on a les compétences de A à Z pour le mener. Aujourd'hui, on est en train de construire des partenariats avec les boîtes de la place, parce que même si on a toutes les compétences pour mener le bout en bout, l'objectif est de pouvoir se spécialiser sur une partie de la chaîne de valeur, de manière beaucoup plus efficace, créer des modèles ici qu'on va pouvoir les revendre autour, dans la zone Pacifique, pour répondre à ce que tu disais.
Donc ça, c'est un premier exemple. La manière dont on adresse. On aurait un calcul court terme, on dirait on va tout faire, et comme ça on captera un maximum de valeur, mais on n'aura peut-être même pas la capacité de répondre à la demande locale. Alors là, on va au contraire se spécialiser, créer un partenariat et avoir plus de force de frappe pour aller effectivement chercher aussi à l'extérieur. Le deuxième exemple, il s'agit d'un projet, parce que je suis quand même... on a parlé effectivement de créer des partenariats, d'aller chercher, d'aller élargir le gâteau, effectivement, de considérer une zone plutôt pacifique. Mais il faut déjà commencer par s'entendre, que les requins, comme tu disais, dans le bocal, ils puissent commencer à s'entendre. Il y a moi un projet sur lequel j'ai bossé ces 6 derniers mois, qui a été extrêmement, 8 derniers mois maintenant, qui a été extrêmement enrichissant. Il s'agit d'un projet de coworking sur Nouméa. Le Startup Weekend, pour ceux qui vont y participer, aura lieu dans ce lieu-là, ce futur lieu dédié au numérique et l'innovation. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que on a voulu le mener d'une manière différente. Parce qu'un lieu comme ça qui doit fédérer les acteurs, si au départ on n'a pas une méthodologie qui se dit collaborative, alors c'est voué à l'échec. Et on a mené ce projet d'une manière nouvelle, en tout cas en ce qui nous concerne, en co-construction, c'est-à-dire qu'on l'a construit avec un certain nombre d'acteurs. On était la plupart du temps une vingtaine de personnes, 15 à 20 personnes. Je peux vous dire que c'est long, ça demande énormément d'énergie. Mais comme on dit, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. On aurait pu aller beaucoup plus vite, mais ça aurait beaucoup moins de sens. Pour parachever ce projet, on a mis en place sur ce projet une gouvernance collaborative, c'est-à-dire on a mis un modèle associatif. De la même manière, on aurait pu nous créer une SARL, une société dont le but est de faire du profit. Maintenant, on a mis en place une association dont on va être membre, mais aussi d'autres. Donc cette dynamique collaborative, co-construction, elle est aussi là, c'est une réalité, puisque ce projet va voir le jour et ça sera comme ça qu'il sera fait, dans un but justement de se fédérer pour aller derrière, regarder à l'extérieur. Parce que si déjà on ne parle pas aux voisins, ça paraît compliqué d'aller tout seul, la fleur au fusil, aller attaquer des marchés autour de nous. Le reste du monde ne nous a pas attendus. Voilà. Est-ce qu'on avait peut-être d'autres questions? Des étudiants présents, des pépites? Oui? Bonjour, je suis enseignante au lycée La Pérouse et j'accompagne donc ma classe. Moi j'ai une question pour vous messieurs. Est-ce que dans le cadre de toutes ces activités que vous nous avez décrites et en particulier donc ce nouvel aspect de coworking, vous vous posez quelquefois comme des mentors auprès de personnes qui ont des idées, pas d'argent, qui ont de l'argent et pas d'idées, non, mais des idées et pas d'argent, ou des gens qui ont envie des jeunes Calédoniens qui auraient envie de lancer une entreprise, mais qui sont un petit peu dépourvus de moyens, en fait. Oui, alors ça existe, alors c'est un peu structuré, forcément, c'est pas des rencontres qu'on fait dans la rue comme ça, mais par exemple, le GC, un programme de développement de l'entrepreneuriat, où les élèves qui souhaitent, un petit peu comme ça dans le défi ici à l'UNC, avoir je dirais, la possibilité d'échanger avec un mentor qui est quelqu'un d'expérimenté sur le plan de l'entreprise, on accompagne ces dossiers-là et on les suit pendant les 2 ans sur lesquels ils vont pouvoir maturer leur idée là-dessus. Et je pense que c'est vraiment, enfin, à chaque fois personnellement, puisque je le fais aussi personnellement, c'est un plaisir. Et c'est vrai qu'on voit, là, pour revenir à la courbe que nous a présentée Christophe tout à l'heure, on voit un petit peu on peut anticiper certains tours en disant non, là il faut peut-être mieux que tu dises, enfin, si tu fais ça, tu risques de faire ça. Et alors que c'est vrai que quand on démarre dans une idée, on est un peu naïf et c'est normal, hein, on est comme ça à l'âge concerné et ça peut, moi je crois beaucoup à cette capacité d'échanger et d'améliorer les choses en complétant les expériences. Et l'énergie de la jeunesse est très importante. Nous, en tant qu'entreprise de la place, on s'implique dans pas mal d'initiatives, donc on va dire que ce soit au niveau de l'UNC ou d'autres dispositifs d'enseignement, on va participer, quand on nous le demande, effectivement à des jurys. Donc on joue régulièrement ce rôle de mentor, mais à l'extérieur. En ce qui concerne l'entreprise, c'est comme ça qu'elle s'est construite aussi, l'entreprise. Alors, on est peut-être plus en aval de la maturité de l'idée,
mais l'entreprise, en tout cas que je représente, c'est construite comme ça. Des gens qui ont des idées, à un moment donné où il faut adresser un marché, et puis effectivement, si on y croit, si on y met les moyens, ça se transforme derrière en business. Donc effectivement, on est toujours ouvert, même si on va de plus en plus, et ça fait partie de la culture d'entreprise que j'essaie de faire évoluer, essayer d'accompagner beaucoup plus en amont, effectivement, les gens qui auraient ces idées-là, à travers des dispositifs internes, justement, d'innovation, de création de valeur. C'est des choses, justement, auxquelles qu'on est en train de mettre en place au fur et à mesure. C'est assez nouveau. Ouais. On va juste prendre une dernière question pour ensuite passer à la conclusion de cet événement, parce que vu qu'on est quand même avec des étudiants entrepreneurs, certains en cours à 10h, donc je dois être le maître du temps, je suis désolée. Dernière question, parce que c'est un étudiant pépite, comme ça me permettra d'enchaîner sur la suite. Moi j'ai une question pour Madame la Présidente de l'Autorité de la Concurrence, donc c'est une question pour moi et puis pour mes confrères aussi. Je reviens sur le thème des monopoles de Calédonie. Donc de par ma formation universitaire, j'ai pu traiter de certains arrêts de la cassation et jugements où je vois que le gouvernement est encore très ancré encore dans cette idéologie de monopole de protection, comme on peut prendre l'exemple de l'OCF, de Tennessee Farm dernièrement avec ses yaourts, du Cinecity, donc province nord, province sud. Est-ce que dans l'avenir, on va réussir à arriver à un terme où le gouvernement sera en phase avec vous, parce qu'on voit qu'il y a quand même des réticences d'avancer, de délaisser en fait le monopole et laisser place à justement une panoplie d'entreprises du même secteur, donc notamment pour le CEF, je pense, qu'il y a eu souvent du contentieux par rapport à ça. Voilà. Alors ça va dépendre du gouvernement, je pense, évidemment. Ce qu'il faut quand même voir, c'est qu'effectivement, par rapport aux protections dont vous parlez, notamment le CEF, on parle de protection de marché, ça n'empêche pas la création d'entreprises en Nouvelle-Calédonie. On peut être très clair là-dessus, au contraire même, c'est plutôt fait pour. Puisque le but du jeu, c'est de se protéger des importations pour développer le tissu local. Donc si par exemple vous avez décidé de créer une usine de yaourt en Nouvelle-Calédonie, vous saurez que, en tout cas jusqu'à maintenant, vous ne serez pas concurrencé par des yaourts étrangers, vous serez concurrencé par les yaourts locaux de Tennessee Farm ou d'autres. Il y en a deux autres. Donc ça c'est un premier point. C'est un choix politique de vouloir protéger pour faire émerger des entreprises locales plutôt que de faire venir plus facilement des entreprises, des produits étrangers via des entreprises installées en Nouvelle-Calédonie mais spécialisées dans l'importation. L'autorité de la concurrence, vous le savez très bien, elle prône davantage l'ouverture des marchés en ayant une analyse au cas par cas. En réalité, notre analyse est de regarder systématiquement sur chaque marché si justement il y a une entreprise en situation de monopole, auquel cas il nous semble que favoriser les échanges internationaux et donc la diversité de choix et la compétition avec l'importation est plutôt bénéfique pour l'économie calédonienne et doit permettre aussi de créer des entreprises locales de l'import, de stockage, de distribution, etc. Si par contre le marché local est assez concurrentiel, c'est-à-dire relativement atomisé, où il y a déjà plusieurs entreprises qui se font déjà concurrence et qui offrent un certain nombre de produits aux consommateurs, la protection peut nous paraître plus appropriée. Ensuite, il y a plutôt une question qui concerne aussi, dans ce que vous dites, la réglementation des prix et des marges, qui en Nouvelle-Calédonie est assez prégnante, pendant un an en tout cas, suite à la mise en œuvre de la TGC. Donc le dispositif est censé être temporaire et on verra comment le gouvernement, en octobre 2019, procédera par rapport à cette réglementation-là. Je pense surtout que sur ce plan-là, c'est les entreprises qui sont finalement leaders pour faire un peu changer les mentalités si on veut que la Nouvelle-Calédonie soit plus ouverte. Parce que je pense que c'est essentiellement les entreprises qui ont un rôle à jouer pour justement mobiliser les pouvoirs publics si les entreprises calédoniennes considèrent que c'est plutôt positif pour elles.
Peut-être un mot pour conclure. Un mot pour conclure, bah, je m'adresse aux étudiants de Pépite, je leur dis foncez, allez-y. Ça ne sera pas facile, mais la vie c'est aussi, je dirais, aussi comme ça qu'on se crée. Et puis c'est une phrase de Kierkegaard, c'est un philosophe qui dit c'est pas le chemin qui est difficile, c'est le difficile qui est le chemin. Effectivement, c'est un beau dispositif que le dispositif Pépite. C'est une chance que vous avez de pouvoir être accompagné comme ça. Donc effectivement, allez-y. Je vais moi conclure en disant que effectivement, vous êtes sur une voie qui nécessite du courage, de la volonté, des cojones, comme on dit. Mais dites-vous aussi que, et je resterai là-dessus, que si vous voulez effectivement entreprendre, c'est aussi peut-être que vous voulez à un moment donné, comme tout le monde, vous épanouir, réussir, c'est quelque chose que vous avez envie pour être heureux comme tout le monde. Et donc, dans ce cadre-là, n'hésitez pas également à venir voir les entreprises, parce qu'encore une fois, les entreprises évoluent, et c'est pas forcément en opposition que de vouloir se réaliser, de pouvoir rendre son idée concrète, mais dans le cadre, effectivement, d'une entreprise qui vous apportera un certain nombre d'atouts aussi. Voilà. Alors moi, le mot pour conclure, c'est qu'effectivement, je trouve que la Nouvelle-Calédonie... Alors moi, je ne suis pas calédonienne, hein, je suis arrivée il y a 1 an sur le territoire, même si je t'ai vu plusieurs fois, mais plutôt en touriste. À cette chance-là d'avoir un esprit d'entreprise en fait très marqué. Je trouve que ça se ressent beaucoup sur tous les marchés qu'on examine. Et donc, je suis très contente de voir que tous ces étudiants sont dans cette démarche-là. Et je vais rebondir sur ce qui a été dit au départ par le président de la UF. Le nombre d'étudiants croît. Et en réalité, je suis assez d'accord sur le fait que il y a tout intérêt à rechercher de nouvelles idées, à créer sa propre entreprise, ou en tout cas à s'associer avec des partenaires pour développer de nouvelles propositions. Je pense que les consommateurs, clients calédoniens attendent ça aussi avec impatience. Et de ce point de vue-là, je pense que Pépite est très positif. Merci beaucoup à tous les trois. Et maintenant, je vais appeler les étudiants Pépite à venir ici pour conclure cet événement. Alors Pépite, pour le rappeler, c'est Pôle étudiant pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat. Et donc on a eu 20 projets présentés, 12 projets qui ont été sélectionnés et ils sont aujourd'hui 19 étudiants entrepreneurs. Donc évidemment, certains manquent à l'appel parce qu'ils sont en cours, puisqu'on leur propose quand même de bien continuer leur cours, de bien suivre leur cours, même s'ils se lancent dans cette démarche entrepreneuriale. Donc Pépite, pour le rappeler, c'est ouvert à tous les étudiants calédoniens. Donc on a des étudiants de l'EGC, on a des étudiants qui sont en BTS, on a des étudiants qui sont à l'université. Donc vraiment, si vous avez un projet d'entrepreneuriat ou si vous connaissez un jeune, un étudiant qui a envie de se lancer, n'hésitez pas à l'inviter à postuler dès l'année prochaine pour Pépite, parce que voilà, le dispositif a été mis en place cette année et on espère donc le continuer sur les années à venir. Donc voilà, donc, je ne vais pas leur demander de prendre la parole pour cette première fois parce qu'ils viennent de rentrer au sein de Pépite, donc ils n'ont pas encore forcément été formés. Donc bien sûr, petit à petit au prochain Café sans filtre, on les invitera dans les tables rondes. Pourquoi pas également pour être animateur. Non, levez-vous, vous êtes mieux en vrai. Voilà, on les invitera un petit peu à continuer de poser des questions qui sont légitimes, parce que forcément quand on se lance, on a des questions, il faut les poser. Donc je vous invite à continuer cet événement avec les croissants et les cafés juste dans le patio. Si vous voulez leur poser des questions, ou si vous, étudiants entrepreneurs, vous voulez poser des questions aux étudiants et aux professionnels qui sont présents, parce que le plus important au sein de Pépite, c'est de créer du réseau entre les professionnels et les étudiants qui ont envie de monter leur projet d'entrepreneuriat. Voilà, merci beaucoup à tous et puis à très bientôt.